On est en 2013 à Hong Kong et cet homme est en panique totale parce que l'alarme incendie de son hôtel est en train de sonner à répétition. That's a fire alarm. Okay. Mais c'est pas un potentiel feu qui l'inquiète, c'est bien pire parce que ce gars avec ses petites lunettes de geek est activement recherché par la CIA, le FBI et la NSA. En gros, le gouvernement des États-Unis, et ce qu'il s'apprête à révéler aux journalistes ce jour-là, pourrait bien le faire pourrir en prison pour le restant de ses jours. Aujourd'hui, je te raconte l'incroyable histoire de cet ancien informaticien du renseignement américain qui a sacrifié sa vie privée pour tenter de protéger la nôtre, l'histoire de Edward Snowden. C'est une cavale digne des meilleurs films d'espionnage. Well, the hunt for Edward Snowden just got a little more complicated. Bravo 6, going dark. Laura. À ce stade, je ne peux offrir rien d'autre que ma parole. Je travaille à un poste élevé au sein du gouvernement dans le domaine du renseignement. J'espère que vous comprenez que vous contacter comporte un risque extrêmement élevé. J'aimerais confirmer, en dehors des échanges par email, que les clés que nous avons partagées n'ont pas été interceptées. Veuillez confirmer que personne n'a jamais eu de copie de votre clé privée et qu'elle est protégée par un mot de passe solide. Imaginez que votre adversaire soit capable d'effectuer 1000 milliards de tentatives de mots de passe par seconde. Comprenez que ces précautions ne garantissent pas une sécurité absolue. Elles visent seulement à nous donner un peu de marge de manœuvre. Au final, si vous publiez les documents que je vous transmettrai, il est très probable que je sois immédiatement identifié. Cela ne doit cependant pas vous décourager de rendre publiques les informations que je vais vous confier. Merci et soyez prudente. Citizen4. Le message que je viens de te lire est arrivé dans la boîte mail de la journaliste américaine Laura Poitras. Il est le début d'une liste d'instructions qui servirait à établir une communication sécurisée, et si cette communication existe, c'est pour pouvoir transmettre des documents qui sont extrêmement confidentiels. Le personnage mystérieux qui lui a envoyé cet email sous le pseudonyme de Citizen4, c'est Edward Snowden, ou Ed pour les intimes. Mais pour comprendre tout ce que ce mail implique, il faut qu'on revienne en arrière. C'est aux États-Unis, dans la petite ville de Elizabeth City, que commence notre histoire. Ici naît le 21 juin 1983 un certain Edward Snowden dans une famille américaine plutôt banale, composée en grande partie de militaires et de fonctionnaires. Il passe donc son enfance dans un environnement assez patriote, l'idée de servir son pays étant très présente dans son éducation. Très tôt, le jeune Edward montre une curiosité pour l'informatique et la technologie en général, en regardant son père bricoler toutes sortes d'appareils électroniques. Son premier piratage, comme il l'appelle, sera de retarder manuellement les aiguilles des horloges de la maison pour aller se coucher plus tard. En bref, le petit Snowden est déjà très intelligent. Son premier contact avec un ordinateur se fera avec le Commodore 64 que son père amène parfois à la maison. C'est avec cet ordinateur qu'il commence à taper ses premières lignes de code et crée donc ses premiers programmes informatiques. Il adore cette grosse machine, mais quelque chose d'encore mieux va bientôt arriver dans le foyer de la famille Snowden, Internet. À 12 ans, il commence à y avoir accès. Ce nouveau monde le fascine. La connexion est lente, mais les possibilités sont infinies. On est alors en 95. Internet, les gens savent pas trop ce que c'est. Internet? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. Inter quoi? Les pionniers de ce nouveau monde sont très calés en informatique. Des ingénieurs, des chercheurs, des passionnés. Forcément, ça élimine beaucoup du divertissement inutile qu'on a aujourd'hui. C'était un lieu de culture où ils lisaient, débattaient, apprenaient sur l'informatique, le piratage et bien d'autres sujets. Un endroit parfait pour satisfaire la soif de curiosité d'Edward. D'ailleurs, toute sa vie, il restera nostalgique de ses débuts d'Internet, où les discussions étaient anonymes, un Internet créatif et libre de censure. En 2001, il a alors 18 ans, et ne sait pas très bien ce qu'il veut faire de sa vie, mais il se passe ça. What's going on? It's gonna fall. It's gonna explode. Jesus Christ. L'attaque du 11 septembre, comme pour beaucoup d'Américains, est un choc pour Snowden. Cela renforce chez lui l'idée de servir et défendre son pays, et au plus vite. Il s'engage quelques années après dans l'armée avec cet élan patriotique post-11 septembre. Mais un incident va venir stopper cette carrière militaire extrêmement rapidement. Après des entraînements très endurants de plusieurs semaines, Snowden se lève un matin de son lit superposé et se brise les deux jambes, mettant fin à sa carrière dans l'armée de terre pour de bon.
C'est une énorme déception pour lui, qui voulait tant faire payer les ennemis de l'Amérique. Mais après quelques semaines de réflexion, il se dit que s'il veut défendre son pays, alors autant le faire avec son intelligence et ses compétences en informatique. Il commence alors une lente procédure, demander une habilitation de sécurité niveau top secret. Cette démarche va prendre 1 an. 1 an où des agents du gouvernement vont éplucher les moindres détails de sa vie, vont aller parler à ses proches, des gens qui l'ont connu, et même ses anciens professeurs. Cette procédure étant extrêmement pénible et n'ayant rien d'autre à faire de ses journées, il va prendre des cours d'informatique et passer son temps libre sur internet. D'ailleurs, c'est sur internet qu'il va faire la rencontre de sa future petite amie, Lindsay Mills, qui par la suite, tu vas le voir, aura beaucoup de problèmes à cause de lui. On est 1 an plus tard et Snowden obtient enfin la réponse quant à sa demande. Venant d'une famille de militaires et n'ayant aucun antécédent particulier qui pourrait lui être défavorable, il obtient alors l'habilitation top secret. Il peut maintenant être embauché par les plus grandes instances de renseignement du pays. C'est le début des choses sérieuses. Snowden a 22 ans quand la CIA le recrute officiellement comme ingénieur système. Mais il ne va pas rester très longtemps à ce poste car 10 mois plus tard, il va suivre une formation en télécommunications extrêmement confidentielle dont le but est de former des agents ayant des compétences en informatique à aller sur le terrain. Il acquérera des compétences dans des domaines comme le chiffrement, l'électronique ou encore l'espionnage numérique. On lui présentera des outils hautement sophistiqués dont il n'avait jamais entendu parler jusque-là, comme par exemple le piratage Van Eck. Cette méthode d'espionnage repose sur de minuscules émissions électromagnétiques des composants d'un écran. En captant ces émissions avec une antenne spécialement conçue, l'instructeur de la formation était capable de reproduire ce qui était affiché sur l'écran d'un ordinateur ciblé. Cette méthode incroyablement discrète a déjà été utilisée pour espionner un écran jusqu'à 100 mètres de distance, et ça sans que la cible ne s'aperçoive de quoi que ce soit. Et pour Snowden, ça annonce la couleur, même si la rencontre avec ce genre d'outil d'espionnage n'en est qu'à ses débuts. Grâce à cette formation, il est envoyé en Suisse, dans l'ambassade américaine de Genève. Pourquoi une ambassade ? Eh bien parce que ce sont de véritables nids à espions. Les États-Unis y envoient leurs agents sous couverture diplomatique pour espionner aussi bien leurs ennemis que leurs alliés. Et Genève est une place très importante en ce qui concerne l'information. Entre l'ONU, les ONG et les banques privées, la CIA entend bien espionner tout ce beau monde. Là-bas, il sera chargé d'aider des agents de terrain sur les questions informatiques et de participer à la transition de la CIA vers le numérique. Un matin, il est par exemple contacté par le chef des opérations qui lui demande si, en théorie, on pourrait envoyer une clé USB piégée pour pirater les ordinateurs des diplomates aux Nations Unies à Genève, dont le bâtiment est tout proche. Un autre jour, il participe à une mission où il accompagne des agents de terrain. Leur but, transformer un banquier saoudien en informateur. Pour y arriver, les collègues de Snowden vont engager la discussion avec la cible dans un bar, bien sûr sous de fausses identités, avant d'utiliser un plan en 2 étapes. Première étape, lui proposer énormément d'alcool jusqu'à le rendre complètement saoul, et le raccompagner à sa voiture pour qu'il conduise. Deuxième étape, appeler la police suisse en signalant un homme qui conduit en état d'ivresse. Oui, vraiment. Sauf qu'en Suisse, dans les cas les plus graves d'alcool au volant, comme celui-ci, l'amende peut s'appliquer en fonction des revenus de la personne concernée. Le banquier saoudien se retrouve donc endetté, et les agents de la CIA sous couverture se présentent donc tout naturellement pour lui prêter de l'argent et ainsi espérer gagner sa confiance. Mais pour le banquier, il y a un truc qui cloche, et il comprend très vite qu'il a affaire à des agents d'un service de renseignement. Il se met alors fortement en colère, rompant ainsi toute communication avec les agents de terrain. La mission a donc échoué, et il ne sera pas possible de soutirer des informations à ce banquier. Et pour Edward, c'est le début d'une prise de conscience morale. Il est profondément choqué par ce que ses collègues ont tenté de faire. La CIA peut nuire à des inconnus en les mettant en danger et détruire des vies en une seule mission. Tout ça, c'est très loin de son idée de servir l'Amérique. En 2009, il bosse pour la NSA. Enfin, pour Dell, mais c'est un sous-traitant de l'agence et il travaillera toujours dans les locaux appartenant à la NSA. D'ailleurs, c'est quoi la NSA ? Parce que tout le monde connaît la CIA, cette agence de renseignement tant de fois représentée dans les films, mais la NSA est un peu moins connue du grand public. NSA, c'est l'acronyme de National Security Agency, et sa mission principale, c'est de s'occuper du renseignement d'origine électromagnétique. Pour faire plus simple, ils font du cyberespionnage. C'est ainsi que Snowden est envoyé au Japon, sur la base aérienne de Yokota, où réside un bâtiment de la NSA. L'agence l'avait embauché comme analyste système. Ça veut dire qu'il devait maintenir, entretenir et améliorer leurs infrastructures numériques. Et il y a quelque chose qui va profondément choquer Snowden à son arrivée à la NSA, c'est à quel point elle a recours à des moyens infiniment plus sophistiqués qu'à la CIA. L'agence met un très gros budget en matière d'informatique pour espionner ses cibles. Là-bas, Edward fait tellement bien son travail avec toutes les connaissances qu'il a accumulées avant d'être embauché, que ses supérieurs lui demandent de s'atteler à une tâche difficile. Résoudre un problème de sauvegarde dans les fichiers au sein des différentes antennes de la NSA.
Car à cette époque, les différents sites de l'agence ne s'envoyaient pas toutes leurs données entre eux, et si jamais un site était détruit, l'agence perdrait de précieuses informations. Edward travaille donc sur un système de sauvegarde généralisé à toutes les antennes et entièrement automatisé qui sortira sous le nom d'Epic Shelter. Avec ce programme, la NSA pouvait conserver des fichiers beaucoup plus longtemps en les envoyant dans d'autres bâtiments un peu partout dans le monde. Car le but de l'agence, c'est la collecte d'informations et la sauvegarde de celles-ci le plus longtemps possible. Jusqu'ici, Edward ne se posait pas énormément de questions sur ce que faisait réellement la NSA. Mais une banale conférence n'allait pas tarder à déclencher chez lui ses premiers questionnements. La communauté du renseignement avait organisé une conférence où participeraient des hommes de diverses agences qui parleraient des attaques qu'ils subissaient de la part du cyberespionnage chinois. Malheureusement, un intervenant n'avait pas pu se rendre à la conférence, et les supérieurs de Snowden lui ont alors demandé s'il ne pouvait pas prendre la parole à sa place. Il accepta alors de parler du contre-espionnage face aux hackers chinois. Et pour s'y préparer, il va passer toute la nuit à lire des rapports top secrets. Car oui, avec son habilitation, il a accès à énormément de documents disponibles sur le réseau de la NSA et de la CIA. D'ailleurs, pour anecdote, un collègue de travail lui avait dit que ce que recherchent pour la première fois les gens en se connectant à ce réseau, ce sont des documents en rapport avec les extraterrestres ou avec le 11 septembre. Snowden va donc passer plusieurs heures à se documenter sur les attaques chinoises pour préparer sa prise de parole à la conférence le lendemain. Et en faisant ses recherches, il remarque qu'il y a énormément d'infos sur ce sujet dans le réseau de la NSA. Tellement de détails techniques sur la surveillance de masse bien connue de la Chine que ça a fini par l'interpeller. Comment était-il possible que les Américains en sachent autant sur le système chinois sans s'adonner à la même surveillance qu'eux ? D'autant plus qu'il avait dans certains rapports la sensation que la Chine se comportait exactement comme les États-Unis dans leurs attitudes envers les citoyens. Cette idée que sa patrie pouvait se livrer au même phénomène de surveillance de masse que le gouvernement chinois, alors que l'Occident pointait du doigt le pays comme étant un État totalitaire, lui fit ressentir un certain malaise. Mais à ce stade, ce n'était que des soupçons pour Edward, qui préféra se voiler la face. Le grand firewall chinois organisait la répression et la censure, le système américain n'était voué qu'à la surveillance défensive et ciblée. Autrement dit, il bossait du côté du bien. Snowden va faire sa conférence sur les moyens de défense contre la Chine et va lentement oublier cette histoire. Mais rappelle-toi, Edward est analyste système, donc responsable de l'infrastructure informatique de la NSA, un niveau d'accès qui est incroyablement élevé. Et quand il travaillait sur Epic Shelter, son programme de sauvegarde de fichiers interagence, il avait codé un système d'alerte pour qu'il soit notifié si jamais un fichier ultra sensible se retrouvait au mauvais endroit. Et justement, un jour il est notifié d'un fichier avec une abréviation contenant 4 lettres, STLW, faisant référence à un programme extrêmement sensible, StellarWind. Comment te dire, quand Edward a ouvert pour la première fois ce document, il a eu la preuve concrète que le gouvernement des États-Unis s'adonnait à une collecte massive et non ciblée de données sans précédent dans toute l'histoire de l'humanité. Ce document révèle que ce programme gouvernemental viole allègrement la Constitution américaine et a été validé en secret par le ministère de la Justice sous la pression post-11 septembre. StellarWind collectait les métadonnées téléphoniques, qui appelle qui, quand et où, les communications internet, email, recherche de navigation, tout y passe. Et tout ça, bien sûr, stocké dans les énormes data centers que la NSA était en train de faire construire un peu partout aux États-Unis. Le gouvernement américain crée une agence éternelle du maintien de l'ordre. Il pouvait à tout moment fouiller dans les communications passées de tous, à tout moment, et cela jusqu'à la fin des temps. La NSA serait en mesure de surveiller toute personne ayant un ordinateur ou un portable, de connaître son identité, sa localisation géographique, ainsi que son activité présente et passée. Et c'est ça qui change tout, parce que Edward bossait à la NSA. Il savait que le boulot de la NSA c'était d'espionner des cibles avec des outils informatiques. Mais tout est dans la phrase. Des cibles. Il pensait que les personnes espionnées étaient déjà étiquetées dangereuses pour la sécurité nationale. Autrement dit, on s'immisçait dans la vie privée de gens qui devaient être surveillés pour le bien des citoyens. Or, la vérité est tout autre. La NSA a mis sur écoute toutes les communications internet du monde. Ce n'est plus que le terroriste qui était espionné, mais des gens complètement banals dont la vie privée était totalement bafouée. Et ça va être très dur à accepter pour lui. Il a grandi dans une famille américaine fière de sa patrie, il voulait défendre son pays quoi qu'il en coûte, pour qu'au final il découvre que les gens qui ont le plus de pouvoir aux États-Unis, c'est-à-dire la communauté du renseignement, violent allègrement les lois et la constitution américaine. Après la lecture de ce rapport, Edward va passer des semaines dans un état second. Il se sentait abusé par son propre pays. Et ce mal-être il va s'accentuer parce que Ed il peut en parler à personne. Même pas à sa copine Lindsay, même si elle sait qu'il bosse dans le renseignement, lui révéler ce qu'il a vu dans les fichiers de l'agence pourrait, s'il était pris, l'envoyer en prison pour haute trahison. En 2012, c'est sous un champ d'ananas à Hawaï que travaille Snowden, dans un énorme bunker souterrain construit pendant la Seconde Guerre mondiale et qui abrite maintenant une antenne de la NSA. Son travail reste fortement lié à l'infrastructure informatique, mais avec beaucoup moins de charges qu'au Japon. Ce temps en plus lui permet petit à petit d'en apprendre davantage sur ce qu'il avait tant choqué sur la base aérienne de Yokota. Jusqu'à présent, il savait que le gouvernement espionnait ses citoyens, et les citoyens d'autres pays d'ailleurs, mais il ne connaissait pas encore par quels moyens techniques ils y arrivaient.
Et pour rassembler énormément d'informations sans que cela éveille les soupçons, il va avoir une idée de génie. Ses supérieurs le connaissaient pour avoir créé Epic Shelter, et c'est donc tout naturellement qu'ils ont accepté quand Snowden leur a proposé son tout nouveau projet, Heartbeat. L'idée, scanner en permanence tous les nouveaux documents de la NSA, du FBI, de la CIA, ainsi que de l'intranet top secret du département de la Défense. Il se mit alors à développer ce programme qui ingéra très vite une quantité faramineuse de données top secrètes jusqu'à son serveur dans son bureau à Hawaï. De là, il pouvait consulter des fichiers extrêmement confidentiels, et c'est ainsi qu'il en a appris beaucoup plus sur la surveillance de masse avec 2 programmes. Prism et Upstream Collection. Le programme Prism a permis à la NSA d'avoir accès et de collecter régulièrement les données auprès des plus grandes entreprises américaines, que ce soit Microsoft, Apple, Facebook ou encore Google. Là, c'est peut-être pas très clair pour toi, mais ça voulait dire qu'à cette époque, si tu avais par exemple un compte Facebook, un agent de la NSA pouvait s'asseoir sur son fauteuil un matin et depuis son bureau fouiller dans tes messages privés et tes photos publiées. Upstream Collection, beaucoup plus invasif, désignait quant à lui l'ensemble des méthodes d'interception des données directement sur les infrastructures internet, comme par exemple les câbles de fibre optique sous-marins ou directement chez les opérateurs télécoms comme Verizon. À eux deux, Prism et Upstream Collection récoltaient les données de millions de personnes, les analysaient et les acheminaient vers leur centre de stockage géant. Mais toutes ces données stockées, il fallait bien s'en servir un jour. On arrive au 3e programme que Snowden a révélé dans la presse, XKeyscore. Si jusqu'à présent il s'était contenté de lire des documents sur cette surveillance massive, c'est en se rendant dans le bâtiment des analystes qu'il comprit l'ampleur de l'abus. XKeyscore, c'est le moteur de recherche qui permet à toute cette data d'être exploitée. Il décrit ce programme comme ce qui s'approche le plus de la science-fiction qu'il ait vu, en tapant une adresse mail, une adresse IP ou un numéro de téléphone, ou n'importe quoi qui pourrait être lié à un être humain. Ils obtenaient un accès complet à toute l'activité d'une cible, ses photos, ses messages, ses activités sur internet, parfois même des sessions d'ordinateur de la cible étaient diffusées en direct. Et dans son livre, il décrit 2 expériences absolument terrifiantes qu'il a faites en fréquentant les analystes qui utilisaient XKeyscore. La première était l'échange de photos de femmes dénudées, inconnues, prises par les analystes. Un accord tacite dans ce bureau voulait que, quand un analyste en trouvait une, il devait la montrer à tous les autres. La deuxième expérience qui a profondément marqué Edward était le visionnage d'une vidéo. Elle était prise par la webcam d'un ordinateur et on pouvait voir un père tenant son fils dans ses bras pendant qu'il utilisait internet. L'adulte était un ingénieur et Snowden ne savait même pas pourquoi la NSA avait fait un focus sur lui, mais toujours est-il que le père et son fils étaient là, brillant tous les deux et figurant à jamais dans les dossiers secrets de l'agence. C'en était trop pour notre informaticien, qui comprenait maintenant mieux que quiconque toute l'ampleur de ce système profondément malsain. Il devait maintenant lancer l'alerte. Et on en arrive au mail du début de la vidéo destiné à Laura Poitras. Snowden, après avoir écrit à différents journalistes avec une sécurité maximale, l'avait choisi elle, et avait finalement fixé une date de rendez-vous à Hong Kong. Il fallait maintenant exfiltrer le plus de fichiers de la NSA qui attestent de cette surveillance de masse, et la tâche ne serait pas facile. À l'aide de cartes micro-SD, Edward allait faire exfiltrer des dizaines de milliers de documents. Un processus long et périlleux où il dit qu'à son pic de paranoïa, il cachait même les cartes SD dans sa bouche. Mais il l'avait fait. Il était chez lui avec sur son ordinateur des fichiers hautement confidentiels. Il fallait maintenant se rendre à Hong Kong sans en parler à personne pour partir rencontrer les journalistes Laura et Glenn du Guardian. Très vite, depuis un hôtel à Hong Kong, des articles de presse ont commencé à sortir sur le site du Guardian. 6 juin 2013, la NSA collecte quotidiennement les données téléphoniques de millions de clients Verizon. 7 juin, le programme Prism de la NSA accède aux données des utilisateurs d'Apple, Google et d'autres entreprises. 9 juin, un article sur Snowden lui-même qui préférait se dévoiler au grand jour plutôt que d'attendre que son gouvernement ternisse sa réputation. Ces révélations dans la presse sur l'espionnage de masse firent l'effet d'une bombe politique. L'info tournait en boucle sur toutes les chaînes de télévision du monde, il était maintenant temps pour Snowden de disparaître. Et pour ça, il reçut l'aide de gens partout dans le monde. Des avocats, des ONG, des informaticiens. Son but, rejoindre l'Équateur, qui d'après lui aurait pu faire face à la pression américaine. Pour y arriver, il avait pris soin de choisir un itinéraire qui évitait les pays alliés aux États-Unis. En partant de Hong Kong, il devait faire une escale à Moscou. Seulement voilà, une fois arrivé en Russie, quelque chose ne va pas se passer comme prévu. Il est accueilli par des agents du renseignement russe qui lui annoncent la terrible nouvelle. Son passeport a été révoqué par les États-Unis. Il est maintenant dans l'impossibilité de prendre sa correspondance. Cette escale à Moscou, qui devait durer seulement 20 heures, dure depuis maintenant près de 12 ans. Snowden vit là-bas et s'est vu accorder en 2022 la citoyenneté russe. Sa copine Lindsay, qui avait subi une terrible pression de la part de la presse américaine et du gouvernement, a elle aussi pu rejoindre Moscou pour vivre avec lui. Là-bas, Edward s'est attelé à la rédaction de son livre Permanent Record et participe maintenant à des visioconférences depuis la Russie. Laura Poitras, la journaliste qui le filmait dans l'hôtel à Hong Kong, a réalisé un documentaire sur tout ça, Citizen4, que je te recommande d'aller regarder. Et le gouvernement des États-Unis, quant à lui, espère toujours arrêter Edward pour qu'il y soit jugé.
Ainsi s'achève l'histoire de l'informaticien qui a préféré risquer sa vie et tout ce qu'il avait pour faire éclater la vérité. Alors peut-être que tu es choqué par cette surveillance de masse, mais peut-être pas. La réaction de certaines personnes face à tout ça, c'est de se dire « Oui mais moi, j'ai rien à cacher ». Et en apparence ça peut paraître vrai, mais ça ne l'est pas. D'abord parce qu'il y a des infos qui doivent rester privées. Par exemple, je pense que tu n'aimerais pas quelqu'un crie ton code de carte bleue en public. Et de par les abus dont Snowden a été témoin dans la salle des analystes, on voit bien que même en n'ayant rien fait d'illégal, des gens peuvent s'immiscer dans ta vie privée et utiliser tes photos les plus compromettantes. Ensuite, certaines choses qui ne sont pas illégales aujourd'hui pourraient le devenir demain. Que se passerait-il si d'un jour à l'autre, tes idées ou ton opinion politique étaient interdites par ton gouvernement ? Eh bien, ces technologies de surveillance seraient alors mises en place pour te traquer. C'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Et on en arrive à mon deuxième point. Tout ça, c'était il y a 12 ans maintenant. J'ai pas besoin de t'expliquer à quel point la technologie avance vite, et il est évident que la NSA n'a pas arrêté ses programmes de surveillance. Les outils révélés par Snowden il y a 12 ans ne sont plus ceux utilisés maintenant, ou du moins de nouveaux sont apparus, c'est une certitude. Et je sais pas si In-Q-Tel te dit quelque chose, c'est un fonds d'investissement privé qui aide et finance des startups, jusque-là rien d'exceptionnel. Mais ce fonds d'investissement est en fait lié à la CIA. Il se charge de trouver et de développer des entreprises qui ont un lien avec le renseignement. In-Q-Tel est à l'origine du développement d'outils comme Palantir pour l'analyse de données ou encore Orbital Inside Go pour la surveillance géospatiale. Et ces deux outils que je viens de te citer ont en point commun une même technologie. Une technologie qui a rapidement évolué ces dernières années au point de se retrouver sur toutes les lèvres, une technologie en train de changer notre conception du travail, de l'art et de l'humanité, l'intelligence artificielle. Si la NSA avait pour but de stocker le plus de données possible, encore fallait-il les exploiter avec des analystes. Mais quoi de mieux pour exploiter autant de data qu'un programme informatique intelligent constitué de réseaux de neurones, un programme qui ne dort pas, qui ne mange pas et dont les capacités des agences deviennent sa seule limite. Ses compétences en traitement de données, mais aussi en compréhension des langues et des dialectes, pourraient permettre d'espionner chacun de nous en temps réel, pour toujours et à jamais, façonnant ainsi l'objectif suprême du renseignement, contenir l'intégralité de nos vies dans une archive permanente. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était ma 3e sur cette chaîne, alors si t'es nouveau, ce qui est probablement le cas, abonne-toi.